travailleurs de 1864, la première internationale, producteurs sauvons-nous nous-mêmes. C'est-à-dire que l'émancipation des travailleuses et des travailleurs sera l'œuvre de la classe ouvrière elle-même. C'est-à-dire que nous avons à savoir sur comment on fait fonctionner les usines et on peut s'approprier demain peut-être la gestion directe ouvrière et on s'enseigne par le collectif de travail et on fait fonctionner des solidarités archaïques. Des solidarités archaïques. On voit ça, un des premiers codes du travail, c'est le code pirate, où il y a une part égale du butin quand les bateaux pirates attaquent la flotte royale. Et on va avoir une cote-part pour les pirates mutilés, qui ont une jambe de bois ou qui sont manchots, qui ont perdu un bras dans les affrontements avec la maréchaussée, avec les soldats du roi. L'ancêtre du code pirate, c'est le préfigurateur de ce qui sera demain les retraites, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on a assez oubliées. C'est l'anthropologue David Graeber et John Scott qui nous rappellent cette expérience. Et je crois que c'est très important de porter un regard extrêmement respectueux, extrêmement humble sur l'activité syndicale, au sens où on ne n'est pas syndicaliste, on peut le devenir. Les voies de la résistance au quotidien peuvent passer aussi par la fronde, par l'irrévérence, le caractère irrévérencieux de la relation de travail, où on va brocarder, brocarder les cadres. C'est un mécanisme de défense. L'humour est un excellent vecteur, est un mécanisme de défense extrêmement adapté pour tenir dans des environnements extrêmement durs. L'humour des carabins. Les carabins, c'est les hospitaliers. Les carabins, par exemple, quand ils sont confrontés à la maladie, à la fin de vie, à la mort, ils ont un humour noir qui les permet de tenir dans la durée. On avait fait venir une ergothérapeute qui était une militante féministe, Hélène Hernandez, qui nous racontait la fin de vie de personnes adolescentes, ce qui est extrêmement terrifiant. Dans la situation, les éducateurs ou les éducatrices peuvent aussi avoir des humours un petit peu féroces vis-à-vis des personnes qu'on accompagne, mais c'est une façon aussi de tenir. Parfois on a un jeune qui peut avoir des passages à l'acte offensifs. Et parfois on a envie de l'étrangler jusqu'à ce qu'il devienne bleu. On ne le fait jamais. Rassurez-vous, on ne le fait jamais. Mais on peut l'éprouver, on peut le ressentir. Et cette manière d'exprimer le ressentiment, dans la pression c'est tout à fait nécessaire. Les syndicalistes aussi ont pensé leur affaire sur le rapport salarié-consommateur. Il existe des coopératives, de consommateurs. Il y avait au début du 19e siècle, ce qu'on appelait les trois grâces, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de culture et de loisirs, des coopératives ouvrières qui avaient une redistribution raisonnable des choses. Dans la situation, dans la légitimation du capitalisme, tu l'as très bien dit, Cyrine. Dans le processus d'accumulation, Luc Boltanski, le sociologue, le dit très bien, il faut une justification pour perpétuer un système inégalitaire. Et ce discours de légitimation du capitalisme, c'est le prêt-à-penser, le prêt-à-porter, l'immédiateté, le gaspillage. Et le contre-modèle, c'est effectivement la simplicité volontaire et la clinique des limites. Au sens où, dans la situation,
le contre-modèle syndical, c'est de repenser l'activité socialement utile. Les syndicalistes ont une tâche importante, c'est convoquer le sens du travail. Et ce que nous faisons, ce que nous sommes amenés à faire, produit du sens et du bien-être pour les personnes et du mieux-être pour les personnes accueillies. Aujourd'hui, il y a des grandes enquêtes économiques selon laquelle on s'aperçoit que le système, l'échelle hiérarchique, en fait, la réunionite institutionnelle n'a qu'un objet, non pas centré sur la tâche ou sur la personne, mais a un seul objet, c'est légitimer la hiérarchie elle-même, sur la pression de conformité. C'est cet objet premier. Et le fait de le savoir, c'est peut-être avoir un rapport critique aux injonctions même parfois paradoxales on doit à la fois être en face-à-face éducatif avec les personnes accueillies dans la relation du secteur social et médico-social, et on doit à la fois en même temps remplir le logiciel de l'usager qui va nous permettre dans ces logiciels de l'usager de réduire les tâches, c'est émietter le travail social pour pouvoir demain le calibrer, le quantifier pour qu'il y ait une rémunération à l'activité. C'est ce qu'on avait vu notamment avec nos collègues de Fil Rouge dans les EPI, les équipes pluridisciplinaires, qui étaient d'une aide à l'évaluation dans la prise de décision au niveau de la MDPH pour l'attribution de la reconnaissance du handicap ou pas. C'est Isabelle Briand et notre camarade Isabelle aurait pu en parler bien mieux que moi. Et c'est GCSMS, ces groupements coopératifs employeurs, c'était bien sûr des GCSMS sans convention collective, avec des collègues qui étaient parfois doctorants ou masters, et qui étaient au Code du travail et qui n'avaient pas de convention collective, par exemple. Donc là, la déqualification. On assiste aujourd'hui dans le secteur social à la même propension low cost de la polyvalence. Aujourd'hui, avant, nous avions des diplômes d'État, diplômes d'éducatrices spécialisées, d'assistants sociaux, de conseillères en économie sociale et familiale, de TISF, travailleurs d'intervention sociale et familiale, de psychologues cliniciens. Aujourd'hui, tout est dans tout. Et on fait ce que l'île aux enfants appelait du moubi-boulga. Casimir appelle ça, on fait du moubi-boulga pour qu'il n'y ait plus une compétence métier, pour qu'on soit délégitimé, pour pouvoir être corvéable à tous les instants. C'est-à-dire que, par exemple, sur aucune compétence d'infirmier psychiatrique ou d'infirmier diplômé d'État, IDE, on va demander aux surveillants de nuit, aux maîtresses de maison, aux ouvriers d'entretien, aux éducateurs, de distribuer les médicaments aux usagers, par exemple. Comme ça permet de faire une économie sur le temps de psychiatre, sur le temps d'infirmier, sur le temps des soignants. Cette polyvalence peut d'autant plus légitimer l'intensification du travail dont tu parlais, Cédrine, que il nous faut pousser les feux un petit peu jusqu'au bout, parce que comment peut-on intensifier le travail à outrance? Eh bien, Elon Musk, l'ultralibéralisme a pensé cette affaire-là. Ça s'appelle le transhumanisme. C'est-à-dire qu'on met un exosquelette à Pascal, à Isabelle, à Sabrina, à Latifa, à Jacques, à Cédrine, et on peut travailler sans limite avec un exosquelette, par exemple. Je crois que la question fondamentale que pose ce type de travail, c'est la question de la clinique des limites, c'est-à-dire de retrouver. Je crois qu'il y a des universitaires qui produisaient des écrits, notamment Pièces et manœuvres. C'est les écrits de l'encyclopédie des nuisances. L'encyclopédie des nuisances, c'est contester
le rapport à la vitesse. C'est-à-dire comment on peut recouvrer, par exemple, l'éloge de la lenteur, l'éloge de l'artisanat. Peut-être que l'art des éducateurs et des éducatrices, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'artisanat. Les gens qui ont pensé leur affaire qui ont porté sur les fonds baptismaux le syndicalisme, c'est des théoriciens comme Eugène Varlien, Louise Michel, qui sont des militants de la Première Internationale et qui ont une conception artisanale de l'œuvre humaine, de l'œuvre, de la réalisation. Eugène Varlin était ouvrier relieur, et Louise Michel était institutrice. Elle a inventé des méthodes pédagogiques lorsqu'elle a crédité notamment le fait que le peuple kanak était en capacité d'être apprenant, alors qu'on ne reconnaissait pas au peuple kanak sa capacité à acquérir les savoirs encyclopédiques, parce qu'on les considérait comme des sauvages, des demi-hommes. Et justement, les précurseurs du mouvement syndical, Louise Michel, Eugène Varlin, Fernand Pelletier, Eugène Pottier, se revendiquent de l'œuvre ouvrière et de l'artisanat. Et quand le père de Daniel Linhart, sociologue du travail, Roger Linhart, dépeint son ouvrage aux éditions de Minuit, l'établit, on dépossède le travailleur de cette capacité à faire du sur-mesure en lui retirant l'établi dont il était possesseur. Il était possesseur de l'établi dans l'usine à l'île Seguin, à Renault, et on lui enlève son établi pour lui enlever son identité, c'est-à-dire la relation de travail, c'est certes la rémunération, mais c'est pas uniquement la rémunération. Le travail, c'est aussi de la désirabilité sociale, c'est-à-dire le fait de se sentir socialement utile. Et nous, en tant que travailleurs sociaux, nous qui sommes les défenseurs du lien social, c'est de dire, voilà, nous défendons une société où le simple fait de naître donnerait le droit de vivre. Il n'y a pas de surnuméraire au sens de Robert Castel. Le simple fait de naître donne le droit de vivre. Voilà. Et ça suppose, pour ce qui concerne les syndicalistes, la redistribution des richesses. La redistribution des richesses, je veux dire, suivant un postulat somme toute assez modéré, même si au SDAS IFO 35 on est modérément modéré, c'est-à-dire les riches moins riches et les pauvres moins pauvres. Est-ce que ce postulat-là est entendable par le plus grand nombre? Nous postulons que oui, qu'une grande partie de la classe ouvrière pense qu'il est tout à fait économiquement viable que les riches soient moins riches et les pauvres moins pauvres. Voilà, et c'est ce qu'on redira bien évidemment le 1er mai, mais c'est ce qu'on dit aussi quand on est en proximité avec les universitaires et le travail de restitution des observables, de l'observation participante des séries est extrêmement... ça rejoint les constats, les témoignages que peuvent faire les adhérents sur les enseignes que tu as citées avec beaucoup de retenue. Voilà, on a aussi des camarades qui sont aussi syndicalistes dans ces enseignes-là, et effectivement, c'est pour ça que je pense que dans la situation, si on a voulu faire une conférence, nous, les travailleurs sociaux, sur les entreprises low cost et la grande distribution, c'est-à-dire que ce modèle industrieux et de compétitivité à outrance sévit aussi dans le secteur social, puisque maintenant on est soumis à appel à projet et toujours vers le moins-disant social. Voilà. Je crois que résolument, il faut des contre-pouvoirs syndicaux et des contre-modèles économiques, et en postulant que la simplicité volontaire et la lenteur sont des contre-modèles viables et respectueux, et qui font la synthèse entre la clinique des limites, c'est-à-dire les limites physiques de la planète, et les limites physiques du corps humain, les limites physiques des productrices et des producteurs. Ça, c'est extrêmement... Ça nous semble important de revenir à des fondamentaux comme contre-modèle de l'idéologie dominante.
Est-ce que la parole est à la salle? Et la parole est à la salle. Je pense qu'on n'en a pas fini on n'en a pas fini avec cette dégradation de l'emploi. Certes, il y a le low cost, mais en même temps, moi je suis très attentive quand je fais mes courses et je me dis que le client, qui par ailleurs travaille ailleurs, contribue aussi à cette dégradation de l'emploi. Et ça me touche énormément. En tous les cas, j'en suis vraiment réellement consciente. Et c'est à plusieurs niveaux. Alors, effectivement, dans les grandes surfaces, quand on constate qu'il y a des caisses où le client peut passer ses achats lui-même, je ne suis pas certaine qu'il ait toujours conscience qu'il remplace un salarié. Alors on voit ça dans les grandes surfaces alimentaires, mais également dans des magasins de sport, des grandes surfaces et tout ça. Et c'est vrai que moi, pour ma part, je refuse de passer à ces caisses, mais dans certaines enseignes, on ne nous laisse pas trop le choix. C'est-à-dire, moi, je suis obligée de dire non, je suis désolée, je veux passer à une caisse où il y a un vendeur, enfin un caissier. Et du coup, on me répond, il y a un salarié derrière la caisse.